Toute la journée vont se succéder sur cette antenne ceux qui ont couvert cette guerre pour France 24 au cours de ces 7 dernières années. Vous faites partie de cela, Mathieu. Vous êtes allé 4 fois en Syrie, notamment dans la Ghouta, dont on évoquait la situation à l'instant. Vous y êtes allé notamment en 2012, au moment où la rébellion a pris cette enclave. On va voir un extrait du reportage que vous aviez tourné à l'époque avec Sophia Amara. Avec leurs armes, ils ont répondu à l'appel de la rébellion. Ils sont des milliers, déserteurs, bourgeois, ouvriers. La bataille de Damas a commencé. J'ai peur pour lui. J'ai peur qu'il le tue. Il a voulu porter les armes. Il nous a rejoints, il n'a pas voulu partir avec sa mère et les autres femmes. Il est venu avec nous. Je voulais devenir journaliste, voyager et filmer. Tu espères encore devenir journaliste? Si Dieu le veut et que je ne meurs pas en martyr, oui. Mais maintenant, je m'attends à tout moment à recevoir un obus sur la tête et à mourir. Mais c'est mon rêve. De toute façon, c'est mieux pour toi de mourir en martyr. Au moins là-bas, tu pourras faire ce que tu veux. Tu trouveras tout chez Dieu. Et planquez les armes. Baisse ta caméra. Trop tard. Notre voiture est repérée et interceptée par une patrouille. Notre caméra est endommagée. Nous tournons sans voir ce que nous filmons. Vous avez apporté le lance-roquette, non? Allez vite, sortez-le. Allez, descendez, descendez. La voiture est touchée. Pas de blessés, mais il faut abandonner le véhicule. À tout moment, la patrouille peut ressurgir. Les enterrements aussi sont clandestins. La nuit, à la sauvette. C'est le temps de la guerre où parfois le deuil et le rire se chevauchent. Demain matin, les hommes entreront au cœur de la capitale pour affronter les forces du régime. Bourgeois, ouvriers. Voilà Mathieu, donc c'est un extrait du reportage que vous avez tourné dans la Ghouta orientale en août 2012. Est-ce que les hommes que l'on voit combattre dans ce reportage sont toujours ceux qui tiennent l'enclave aujourd'hui ? Vous avez remarqué cet homme barbu qui nous parle à côté de son fils et qui nous dit que la meilleure chose qui puisse lui arriver, ce serait de mourir au combat. Et bien c'est fait. Son fils et lui ont été tués moins d'un an plus tard en tentant de s'emparer des contreforts de Damas, comme la majorité des hommes qu'on vient de voir. Ce mouvement rebelle que nous avons décrit entre 2011 et 2012 a probablement disparu dans son intégralité, sinon physiquement. Si les hommes ne sont pas tous morts, alors ils ont fui vers la Jordanie pour ceux qui étaient les plus modérés, pour rejoindre des camps d'entraînement de la coalition, notamment des camps d'entraînement américains et français, à une époque déjà lointaine, on parle de l'année 2013, où les diplomaties occidentales croyaient encore en un soulèvement démocratique dans cette région. C'est du passé et c'est un passé lointain. Il y a un monde idéologique entre le premier mouvement révolutionnaire syrien et la réalité du terrain aujourd'hui. Ceux qui tiennent la Ghouta aujourd'hui ne sont pas les hommes que nous avons rencontrés. S'ils le sont physiquement, ils ne le sont plus idéologiquement. Ils ont muté, réellement. Il n'est plus du tout question de démocratie, il n'est plus du tout question de renverser un régime pour le remplacer par quelque chose qui aurait un caractère consultatif. Non, les groupes qui tiennent la Ghouta aujourd'hui sont des groupes radicaux dont l'histoire ne retiendra pas le nom parce qu'ils disparaîtront comme leurs prédécesseurs. Ils n'auront pas le succès de l'organisation État islamique. Leur disparition est en cours, mais surtout ce qui a disparu, c'est cette impulsion du commencement, celle qui avait séduit les démocraties occidentales et qui permet aujourd'hui à Moscou de dire que c'était un petit peu naïf. Alors précisément, on va voir les images qui ont été tournées en mars 2011. Ça se passe à Deraa. Ce sont les premières manifestations. Oui. C'est l'aube de cette guerre syrienne. À l'époque, on se dit,
que ça ressemble à un printemps arabe, Oui. que ça ressemble à une révolution. Pourquoi est-ce que les choses ont tourné différemment en Syrie? Vous avez dit le mot un printemps arabe. La grande erreur collective des diplomaties occidentales est probablement d'avoir qualifié ces mouvements, pourtant très indépendants les uns des autres, le mouvement tunisien, le mouvement libyen, le mouvement syrien, de printemps arabe, comme s'il fallait les classer dans une seule et même catégorie, alors que les histoires de ces nations sont fondamentalement différentes, voire s'opposent. Il y avait quelque chose d'absolument absurde, et c'est facile de le dire a posteriori, à éprouver de l'enthousiasme dans la révolution syrienne, parce qu'on sortait de la révolution libyenne. Or, c'est bien ce qui se passait, y compris dans les couloirs du Quai d'Orsay à Paris. Tout est moustillé par le succès, à l'époque, de la révolution libyenne qui venait de se traduire par la chute de Mouammar Kadhafi et des élections démocratiques à Tripoli qui avaient vu une forte proportion de femmes accéder à la Chambre. Tous ces signaux qui nous permettaient d'espérer une conversion de l'État libyen à une forme démocratique nous ont fait, nous les observateurs étrangers, probablement nous tromper sur ce qu'allait devenir la Syrie. Il y avait pourtant déjà des signaux, des indices qui nous disaient que les éléments étaient réunis pour que l'affaire tourne mal. L'affaire a très mal tourné. Vous l'avez dit tout à l'heure dans votre lancement, oui, la victoire militaire appartient à Bachar el-Assad, et donc la victoire politique. Alors on va voir aujourd'hui l'état de la Syrie, 7 ans après le début de ce conflit, bien loin donc de la révolution démocratique à laquelle certains avaient cru. La victoire militaire de Bachar el-Assad est inéluctable à présent? Oui, mais elle l'est depuis longtemps. En réalité, on a entendu quelques observateurs un peu plus assidus que les autres formuler la victoire de Bachar el-Assad dès le début de l'année 2014, lorsque les diplomaties occidentales se sont contredites. Rappelez-vous de cette affaire de ligne rouge. Bachar el-Assad a probablement gagné ce jour-là. Quand les Américains et les Français ont refusé d'intervenir et de bombarder Damas après l'affaire des armes chimiques, alors qu'ils avaient promis que l'utilisation d'armes chimiques était la ligne rouge qu'il ne fallait pas franchir. L'opposition syrienne, à l'époque, parlait d'élastique rouge en utilisant un ton teinté de désespoir et de cynisme. Aujourd'hui, le régime de Bachar el-Assad, Mathieu, juste un mot sur cette carte, contrôle la partie que l'on voit en rouge. En jaune, ce sont les Kurdes que les Turcs ont attaqués à Afrin il y a presque 2 mois maintenant. Donc à part, et on voit que la rébellion, qu'on a appelée comme ça, même si elle est tellement hétérogène, est réduite à une peau de chagrin. Celui qui découvrira l'histoire syrienne aujourd'hui aurait bien du mal à la comprendre. En fait, l'actualité que nous découvrons quotidiennement, que vous décrivez quotidiennement en Syrie, est double. Lorsqu'on leur raconte l'histoire de ces YPG qui se battent contre l'organisation État islamique au nord de la Syrie et qui aujourd'hui sont attaqués par les Turcs que l'on voit en vert sur la carte, on ne parle pas du tout de la même actualité que lorsqu'on parle de la Ghouta. Ce sont 2 mondes étanches, indépendants. Les enjeux ne sont même pas connectés. Les diplomaties occidentales ne s'y intéressent pas en désignant les mêmes experts. Ce sont réellement 2 actualités fondamentalement différentes. Et pourtant, ça apparaît sur une même carte. Le dénominateur commun, c'est que la clé de voûte de tout ça, c'est cet engagement révolutionnaire de 2011 qui a conduit l'équilibre fragile de la Syrie, un équilibre politique, ethnique, religieux, confessionnel, extrêmement fragile, construit avec les siècles, à s'écrouler, à s'effondrer et à passer par le chaos. On ne doit pas parler de conquête territoriale lorsque l'on parle de la Syrie, mais plutôt de conquête d'influence. Ce que le jeune public pourrait retenir de cette carte, c'est tout simplement que, après que les diplomaties occidentales aient promis le départ, annoncé le départ de Bachar el-Assad il y a 7 ans, aujourd'hui, il est le vrai patron de la Syrie et il risque bien de le rester un bon moment.